Ma femme a flirté avec un mec de Tinder devant moi pour me rendre jaloux, alors je le lui ai laissé et j'ai demandé le divorce. Moi, 32H, je n'aurais jamais pensé être ce type qui viendrait sur Reddit avec une histoire comme celle-ci, mais je suppose que la vie a une façon de vous rendre humble quand vous vous y attendez le moins. Ma femme, Amber, 29F, et moi sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai été instantanément attiré par sa confiance en elle. Elle était le genre de femme qui illuminait une pièce, vive, drôle, le genre de personne qui savait toujours quoi dire au bon moment. À l'époque, je pensais qu'elle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Avec le recul, je réalise maintenant que j'ai confondu la toxicité avec la passion. Les premiers signes étaient là. Des petites choses, comme la façon dont elle plaisantait sur le fait que je n'étais pas aussi en forme que ses ex, ou qu'elle pouvait avoir n'importe quel homme si elle essayait. J'en riais, pensant qu'elle était enjouée ou qu'elle me taquinait simplement. Mais lentement, les plaisanteries sont devenues des pics, et les pics ont commencé à faire de plus en plus mal. Je ne suis pas du genre jaloux. Je n'ai jamais été peu sûr de moi dans mes relations. Je crois en la confiance et en la liberté à accorder à son partenaire. Amber, cependant, semblait aimer tester cette confiance. Elle postait constamment des selfies dans des tenues révélatrices avec des légendes comme « Je me sens mignonne », « Je supprimerai peut-être plus tard », émoticône, clin d'œil. Puis se délectait de la mer de commentaires assoiffés. Chaque fois que j'en parlais, elle levait les yeux au ciel et disait « Ne sois pas si peu sûr de toi, ce n'est que Instagram ». Il y a environ 1 an, les choses ont commencé à empirer. On se disputait pour des bêtises. Je rentrais du travail pour la trouver déjà à son 2e verre de vin, faisant défiler son téléphone, m'ignorant complètement. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait par un « bien » glacial et retournait à n'importe quel TikTok qu'elle regardait. Nous avons arrêté de faire l'amour. Elle a arrêté de me toucher. Je me sentais plus comme un colocataire que comme un mari. Puis, il y a 3 mois, j'ai remarqué qu'elle était particulièrement enjouée avec son téléphone, tournant toujours l'écran loin de moi. Elle l'emmenait dans la salle de bain, et la nuit, j'entendais le faible son des notifications. Quand je me tournais pour regarder, elle le retournait rapidement. Je lui ai demandé directement si elle parlait à quelqu'un d'autre. Elle a dit « Tu es paranoïaque, grandis un peu ». Mais le pire est arrivé il y a 2 semaines. Elle m'a dit qu'elle allait à une soirée entre filles, ce que j'ai encouragé. Honnêtement, je voulais qu'elle ait son espace. Mais une amie commune, Léa, l'a vue dehors avec un homme, se tenant la main, riant comme s'ils étaient à un premier rendez-vous. Léa ne voulait pas s'en mêler, mais quand elle a réalisé que je n'en savais rien, elle m'a envoyé des photos. J'ai confronté Amber ce soir-là. Elle n'a même pas pris la peine de nier. Elle m'a juste regardé dans les yeux et a dit « Peut-être que si tu me donnais une raison de rester intéressé, je n'aurais pas à chercher ailleurs. » Ça a brisé quelque chose en moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste renfermé. J'ai réalisé que j'en avais fini de courir après quelqu'un qui prenait clairement plaisir à me faire du mal. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était vendredi dernier. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses et a suggéré un dîner en amoureux. J'ai accepté. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'on puisse réparer ça. Jusqu'à ce que nous arrivions au restaurant. Au milieu du dîner, elle a dit « Eh, j'ai invité un ami avec qui je discute, je pense que vous devriez vous rencontrer. » Confus, j'ai levé les yeux et j'ai vu entrer le même type que sur les photos. Le mec de Tinder. Elle l'avait invité à notre dîner. Elle a souri d'un air suffisant et a dit « C'est juste un ami, ne sois pas jaloux. » Elle a ensuite commencé à flirter avec lui, juste devant moi, lui touchant le bras, gloussant, faisant des blagues à connotation sexuelle, tout en gardant un œil sur ma réaction. C'est là que j'ai compris. Elle n'essayait plus de cacher quoi que ce soit. Elle voulait que je me fâche. Elle voulait du drame. Elle se nourrissait du chaos. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne le lui ai pas donné. J'ai juste souri et dit « Eh bien, si c'est ton genre, fonce. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ? Tu m'as bien entendu, ai-je dit. Tu le veux clairement plus que moi, alors sois avec lui. » Puis je me suis levé, j'ai payé l'addition, j'ai regardé le type, qui semblait maintenant très mal à l'aise, et j'ai dit « Bonne chance, mec. Tu vas en avoir besoin. » Au moment où je suis sorti de ce restaurant, quelque chose a changé en moi. Je ne me sentais ni en colère, ni trahi.
Je me sentais libre. Je suis allé directement dans un dîner ouvert 24h24, j'ai commandé un café et je suis resté assis en silence pendant près de 2 heures. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Amber, bien sûr. Quelques messages comme « Sérieusement » et « Tu es tellement théâtral ». Pas d'excuses, pas de remords. Juste cette même énergie passive-agressive dont elle m'avait nourri pendant des années. Je l'ai ignorée. Quand je suis finalement rentré à la maison était sombre. Elle n'était pas encore rentrée. Je suis allé dans la chambre, j'ai fait un sac de voyage, j'ai pris quelques documents importants et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte ni laissé une note dramatique. Je suis juste parti. Le lendemain, je me suis enregistré dans un hôtel et j'ai appelé un avocat. C'est à ce moment-là que j'ai accepté que ce n'était pas récupérable. J'avais passé les dernières années à me convaincre que la toxicité dans notre relation n'était qu'une mauvaise passe. J'avais trouvé des excuses pour elle, son traumatisme d'enfance, son stress, son anxiété. Mais quelque part en cours de route, j'avais oublié que j'avais aussi le droit d'avoir la paix. 2 jours plus tard, Amber m'a appelé. Pas pour s'excuser, bien sûr, mais pour demander « Et maintenant ? Tu t'en vas comme ça ?» Je lui ai dit que je demandais le divorce. Elle est restée silencieuse un moment, puis s'est mise à rire. Rire comme si c'était une sorte de blague. « Tu n'es pas sérieux ?» a-t-elle dit. Pour un dîner, pour une blague. Ce n'était pas une blague, ai-je dit. Tu me manques de respect depuis des mois. Ce n'était que la dernière poussée. Waouh, tu vas vraiment tout jeter en l'air à cause de ton ego blessé. Non, lui ai-je dit. C'est toi qui as tout jeté. Je m'éloigne juste enfin de l'incendie. C'est là que la colère est montée en elle. Elle m'a hurlé dessus au téléphone, m'a traité de faible, a dit que je ne pouvais pas gérer une vraie femme, m'a accusé d'être émotionnellement indisponible. C'était comme toutes les années de toxicité condensées en un seul appel téléphonique. J'ai raccroché après ça. Je suis passé en mode sans contact complet. J'ai dit à mon avocat de tout gérer. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, j'ai changé mes mots de passe et j'ai coupé les ponts avec les amis communs qui essayaient de servir de médiateurs. J'en avais fini d'être le sac de frappe émotionnel. Mais le comble, c'est qu'environ une semaine après la séparation, j'ai reçu un message du mec de Tinder. Je suppose qu'Amber ne s'attendait pas à ce que je parte si facilement, et quand je l'ai fait, elle a commencé à essayer de s'accrocher à lui. Selon son message, elle harcelait son téléphone, se présentait à son travail, agissant comme s'ils étaient soudainement dans une grande histoire d'amour. Il m'a dit, et je cite, « Mec, je ne savais pas qu'elle était mariée, je pensais que tu étais déjà son ex. » Elle a dit que tu n'étais qu'un loser contrôlant dont elle essayait de se débarrasser. Je n'étais même pas surpris. C'était son mode opératoire. Manipuler, blâmer, puis jouer la victime quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Il a dit qu'il mettait fin à leur relation parce qu'elle était intense et émotionnellement instable. Je lui ai souhaité bonne chance, pauvre gars. Pendant ce temps, Amber continuait d'essayer de me contacter via différents numéros et emails. D'abord, c'était de la colère, puis du désespoir, puis elle a essayé la carte de la culpabilité, « Tu me manques, on peut arranger ça, tu es en train de tout gâcher. » Je n'ai pas répondu. Pour une fois dans ma vie, je ne réagissais pas émotionnellement. Je n'essayais pas de m'expliquer. Je n'essayais pas de réparer quelqu'un qui ne voulait clairement pas être réparé. J'ai juste laissé le silence parler. Et il était assourdissant. 2 semaines après avoir demandé le divorce, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à mieux dormir. Plus de tension dans ma poitrine. Plus besoin de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Plus besoin de me demander à qui elle envoyait des SMS ou de quelle humeur elle serait quand je franchirais la porte. C'était comme si je pouvais enfin respirer pour la première fois depuis des années. C'est incroyable à quel point la paix peut sembler silencieuse quand on a vécu si longtemps dans le chaos. Amber n'a pas bien pris le silence. Elle a continué à insister, messages de numéros inconnus, faux comptes sur Instagram, elle a même essayé d'impliquer sa mère pour me raisonner. Sa mère, qui m'avait dit un jour que les sautes d'humeur d'Amber faisaient simplement partie d'être une femme passionnée. La passion, ce n'est pas de la violence psychologique. Ce n'est pas du gaslighting. Ce n'est pas coucher avec d'autres personnes pour obtenir une réaction. Et ce n'est certainement pas inviter votre amant à dîner comme si c'était une émission de télé-réalité tordue. Mais c'est de ça qu'Amber se nourrissait, le drame.
Et quand j'ai arrêté de le nourrir, elle a commencé à s'effondrer. Environ un mois après la séparation, elle s'est présentée à mon travail. Elle est juste entrée dans le parking et a attendu près de ma voiture. Je l'ai ignorée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Elle m'a appelé plus tard en hurlant, « Tu ne veux même plus me parler maintenant ?» Après 6 ans. Je n'ai pas répondu. Quelques jours après, elle m'a envoyé un long email. C'était le cycle habituel, blâme, pitié, culpabilité, et enfin, des excuses creuses sur le fait qu'elle n'était pas dans un bon état mental et qu'elle n'avait flirté avec ce type que pour ressentir quelque chose à nouveau. Elle a prétendu qu'elle essayait juste de me réveiller, comme si j'avais été dans le coma et non en train de souffrir de son comportement toxique depuis 4 ans. Elle a dit que j'étais froid, sans cœur et que j'allais trop loin. Trop loin. Tu invites un mec que tu as rencontré sur Tinder à notre dîner de réconciliation, tu flirtes avec lui devant moi, et c'est moi le méchant parce que j'ai décidé de ne plus jouer à tes jeux tordus? Ouais, d'accord. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à mon avocat et j'ai continué ma vie. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Le divorce est finalisé. J'ai gardé la voiture, fait retirer mon nom de l'hypothèque, Dieu merci, et j'ai pris la plupart des économies parce que je pouvais prouver l'infidélité émotionnelle grâce à des messages et des photos. Elle a essayé de se battre, mais même ses propres textos se sont retournés contre elle. Elle avait écrit une fois au mec de Tinder, « Il est ennuyeux. Je veux voir jusqu'où je peux le pousser avant qu'il ne craque. » Eh bien, je n'ai pas craqué. Je suis parti. Et c'est ce qui l'a vraiment touché. Depuis que le divorce est finalisé, elle est devenue silencieuse. J'ai appris par un ami commun que le mec de Tinder l'a également bloqué. Apparemment, elle s'est transformée en véritable sangsue avec lui, elle s'est présentée à sa salle de sport, à son appartement, a essayé de poster des selfies de couple comme s'ils étaient dans une relation. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. L'ami m'a demandé si j'allais bien. Je leur ai dit, honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à renouer avec de vieux amis, j'ai commencé une thérapie. J'ai recommencé à fréquenter des gens, mais en y allant doucement. Je me reconstruis, et cette fois, sur des bases solides. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une relation où votre partenaire vous rabaisse constamment, teste vos limites et traite votre loyauté comme une faiblesse, partez. N'attendez pas une grande explosion dramatique pour le justifier. Ne vous convainquez pas que vous réagissez de manière excessive. Si vous avez l'impression d'être constamment poussé juste pour voir si vous allez craquer, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Amber voulait une réaction. Elle a eu une porte claquée à la place. Et je n'ai jamais regardé en arrière. J'apprécie que vous ayez lu jusqu'à la fin. Cliquez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour plus de contenu.